Bonjour. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation personnalisée ou une incitation à acheter ou vendre un actif financier. Investir comporte des risques, notamment celui de perdre tout ou partie du capital investi. Vous êtes seul responsable de vos décisions financières. Pensez à vous informer rigoureusement et, si nécessaire, à consulter un professionnel agréé. Il y a quelques jours, j'ai regardé cette excellente vidéo de l'Institut des libertés qui parlait des 4 grands cycles économiques. Je vous laisse aller la regarder, je la mets en description, pour voir exactement ce qui y est dit. C'est honnêtement la meilleure vidéo qui parle d'économie-finance que j'ai vue de ma vie, donc je ne peux que vous conseiller très vivement d'aller la regarder, après celle-ci bien sûr. Je vous parle de cette vidéo parce qu'elle a déclenché un déclic pour moi. On a beau savoir les choses et les répéter 40 fois par semaine, parfois on a besoin de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre pour s'en rendre compte. En tout cas, ça m'arrive. Mais notre crise de la dette représente pour tout le monde, que vous soyez fonctionnaire, que vous travaillez dans le privé, que vous soyez pauvre ou riche, le même risque, celui d'une grosse inflation. Parce que si la France fait faillite, il va falloir que la BCE imprime pas mal de billets, pour pouvoir en être le garant. Et je me suis rendu compte que j'étais face à un petit problème, c'est que je n'ai rien du tout dans mon portefeuille pour pallier à ça. Je vous propose donc une petite reconstitution, entre guillemets, du raisonnement que j'ai suivi. Si vous vous rappelez, dans une précédente vidéo, je vous avais présenté rapidement un portefeuille entre guillemets zéro risque, avec une partie action croissance, une partie or, une partie obligation et une partie cash, qui sont les 4 grands classiques de l'investissement et de l'épargne. Dans l'ordre, les actions contre l'inflation, c'est pas ce qu'il y a de pire. En tout cas, tant que l'inflation n'est pas trop élevée. Dans une période de croissance à l'échelle mondiale, ce dans quoi on est, tant que l'inflation reste en dessous de 4%, les actions se débrouillent très bien. Quand on passe au-dessus, ça commence à être un peu plus compliqué, puisque les entreprises peuvent faire moins de marge, par exemple à cause des coûts salariaux ou des coûts en énergie, et quand l'inflation est élevée, les banques centrales ont tendance à augmenter leurs taux, ce qui impacte aussi les entreprises. Mais étant donné que je me considère comme pas assez protégé contre l'inflation avec uniquement des ETF, donc des actions, vous vous doutez bien que je me suis pas dirigé là-dessus. Ensuite, l'or, le produit stable par excellence, la valeur sûre pendant les crises, et depuis la nuit des temps, la valeur refuge contre l'inflation par référence. On garde l'or en tête. Ensuite, les obligations. 2 points. Le premier, c'est que je ne veux pas d'obligation d'État. Surtout pas de la France, mais par exemple, l'obligation d'État américaine fut un temps une valeur refuge. C'était quelque chose de très stable, quelque chose en quoi on pouvait avoir complètement confiance. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, notamment à cause du dollar qui vacille de plus en plus. Certains diraient les obligations chinoises, mais personnellement, je n'ai aucune confiance en la Chine. En le gouvernement chinois, pour être plus précis. Donc pas d'obligation d'État. Deuxième point sur le sujet principal, l'inflation. Si je prends 100 € d'une obligation quelconque, à rendement 5% sur 10 ans, et pour simplifier, on va dire que c'est un zéro coupon, c'est-à-dire qu'on me rembourse tout à la fin et tous les intérêts à la fin. J'ai un peu la flemme de sortir la calculette, donc on va dire que c'est 5% sur 10 ans. C'est la pire obligation du monde, mais bref, c'est pour les calculs. À la fin, je me retrouve avec 105 €. Et si on introduit 1% d'inflation dans l'équation, 1% d'inflation annuelle cette fois, ça nous fait un peu plus de 10% sur 10 ans. Donc si on ajuste nos 105 € à cette inflation, on se retrouve avec 94,50 € à euros constant. Donc on a perdu de l'argent. Donc les obligations en période de forte inflation, ou du moins avant une période de forte inflation, c'est pas top. Et le cash, je crois que j'ai même pas besoin d'en parler, c'est la première cible de l'inflation, donc c'est la première victime de l'inflation, donc non. Donc parmi les 4 grands classiques, il n'y en avait qu'un seul qui m'intéressait vraiment. Mais depuis quelques années, il y a un petit truc qui s'appelle la crypto-monnaie qui existe, et parmi les crypto-monnaies, il y en a une qui peut servir un rôle similaire à l'or, il n'y a pas trop de suspense, c'est le Bitcoin. Et donc je me suis posé la question, Bitcoin ou or? En commençant par l'or. C'est une valeur qui a fait ses preuves pendant des millénaires, c'est la valeur parmi les valeurs en quelque sorte. C'est très peu volatile, on sait plus ou moins à quoi s'attendre avec ça. Depuis quelque temps, ça surperforme pas mal. C'est la valeur refuge. Mais par contre, pour ce qui est du stockage, c'est pas très pratique. Et même en achetant de l'or papier, il y a des coûts de stockage. Et le peu de volatilité veut aussi dire que c'est, en principe en tout cas, pas un actif pensé pour la croissance. Même s'il surperforme depuis quelques années. Mais le gros défaut que l'or a par rapport au Bitcoin, c'est sa confiscabilité. C'est déjà arrivé par le passé, notamment aux États-Unis en 1933. Si la France devient encore plus communiste qu'elle n'est maintenant, c'est quelque chose qui pourra arriver.
Et cacher un coffre-fort avec des lingots d'or dedans, c'est pas facile. Et pour le Bitcoin, c'est un actif qui est beaucoup plus divisible que l'or, dont les transactions sont instantanées ou quasi instantanées. C'est un actif dont on sait qu'il n'y aura pas plus de 21 millions d'unités, donc d'une rareté absolue. L'aspect complètement décentralisé en fait un actif anti-inflation quasi parfait. C'est complètement transparent et c'est très dur de confisquer des bitcoins. C'est beaucoup plus facile de cacher une clé USB dans un pantalon qu'un coffre-fort. Mais par contre, c'est un actif qui est très volatile et dont l'avenir est un peu incertain. On se dit de plus en plus que ça va être une monnaie alternative sérieuse, mais si demain plus personne n'y croit, ça sera la fin de Bitcoin. Donc d'un côté, on a l'or qui protège son passé, et de l'autre, on a le Bitcoin qui, en principe, protège le futur. Je suis jeune, j'ai normalement, j'espère en tout cas, plus d'années à vivre que d'années passées. J'ai donc décidé de me diriger vers le Bitcoin. Décision qui m'a pris quelques jours à prendre, du coup, puisque si vous vous souvenez de la première vidéo sur l'investissement que j'ai faite, je posais plusieurs questions. L'une d'elles était la tolérance au risque, et l'autre le niveau d'expertise. Pour la première, j'avais répondu une tolérance au risque moyenne. Pour la deuxième, comme vous voyez à l'écran, je n'avais même pas mentionné la crypto. Donc j'ai passé pas mal de temps à faire des recherches, à regarder des vidéos, à lire des rapports, pour essayer de gagner en expertise sur le sujet, ce qui explique les 2 jours sans vidéo de cette semaine, pour arriver à un niveau correct, disons, de connaissance du sujet. Maintenant vient la question du risque. Par chance, entre guillemets, j'ai eu la réponse à ma question hier. La question étant, est-ce que je peux supporter une perte relativement conséquente en peu de temps? Hier, le Nasdaq s'est pris moins 4%, mon portefeuille d'ETF s'est pris moins 3%. Bah, ça allait. J'aurais préféré évidemment que ça n'arrive pas, mais j'étais pas au bord des larmes, et pas non plus en train de réfléchir à tout vendre. Je pense que j'ai tellement bien intégré la philosophie d'investissement sur le long terme que les journées comme ça ne m'affectent pas vraiment. Donc j'avais sous-estimé ma tolérance au risque. Il vaut mieux que ce soit dans ce sens que dans l'autre. Mais une fois le choix fait, je gardais quand même en tête cette notion de risque, en me disant que cette fois je voulais pas la surestimer, ma tolérance au risque. Puisque hier encore, on a eu droit à ce qui ressemble vachement à un petit délit d'initié de la part de notre très cher Donald, puisqu'un compte avait été créé 30 minutes avant l'annonce de Trump sur les augmentations des tarifs sur la Chine, et ce compte a shorté le Bitcoin de manière assez agressive, disons, et s'est fait 192 millions en 2 heures. Avec le cours du Bitcoin qui ressemble à ça, en 16 heures, une petite chute de 9%. Je sais maintenant qu'une perte d'un peu moins de 4% en une journée, ça va, je tiens. Je ne sais pas pour 9%. Donc il me fallait quelque chose pour faire la transition doucement. Commencer à mettre de l'argent dans le Bitcoin, sans me plonger directement dans les grosses variations qu'il peut y avoir. Et pour ça, il y a quelque chose de vraiment très bien. C'est de miner du Bitcoin. Avec la stratégie suivante, acheter de quoi miner, ce qui s'appelle un mineur, pas un enfant, hein. Réinvestir dans l'entretien, donc les coûts de maintien et les coûts de service, pour pouvoir accumuler du Bitcoin avec le temps. Je vous souhaite donc la bienvenue sur mon compte GoMining, que j'ai ouvert aujourd'hui, qui permet de faire exactement ce que je viens de vous dire. Acheter un mineur, vous pouvez choisir sa puissance, sa consommation, vous pouvez consulter avant de finaliser votre achat ce que vous gagnerez quotidiennement, mensuellement et annuellement, ainsi que les coûts de maintenance. Vous pouvez payer par Apple Pay, par Google, et aussi évidemment en crypto. J'avais fait quelques recherches parce qu'il y a un aspect un peu gamifié qui m'avait un peu refroidi au début, mais c'est une plateforme qui existe depuis plusieurs années, qui publie des rapports d'audit, qui est très transparente que ce soit sur la tarification et la performance. J'ai décidé de leur faire confiance. Et si je change d'avis, je peux tout simplement revendre mon mineur, donc j'ai pas grand chose à perdre. Mais si j'ai bien fait mes calculs, si le Bitcoin ne bougeait pas, bien sûr, ça, je rêve, mais si le Bitcoin ne bougeait pas, un mineur met à peu près 2 ans pour générer sa valeur en Bitcoin, un peu plus si le Bitcoin baisse, un peu moins si le Bitcoin monte. Donc pour mon objectif de 20 ans, c'est pas délirant de me dire que je peux faire x10 sur mon investissement. Encore une fois, à valeur Bitcoin stable. Mais voilà l'intégralité de mon raisonnement pour commencer à utiliser GoMining. Si la plateforme vous intéresse, je vous invite à utiliser mon lien d'affiliation que je mettrai dans la description et sûrement dans le commentaire épinglé. Et j'ai aussi maintenant un lien d'affiliation chez DeGiro, qui est donc l'hébergeur de mon compte titre. Donc si vous n'avez pas du tout commencé à investir ou que vous voulez changer de broker, DeGiro, c'est très bien. Et donc pareil, je vous mets le lien affilié dans la description et dans le commentaire épinglé. Prenez bien soin de vous, de votre portefeuille, et Donald, arrête de nous embêter s'il te plaît. Allez, à la prochaine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.